Jeudi de cette semaine que s'amorcera la 21e Coupe du monde de soccer en Russie. Et pour nous en parler, on va rejoindre le journaliste de Radio-Canada et également, vous pouvez l'entendre parfois sur les ondes du 91.9 Sport. Romain Chuet est avec nous. Romain, comment ça va? Salut les gars, ça va comme à 2 jours de la Coupe du monde, donc on est impatient. Oui, impatient, effectivement. Oui, justement, Romain, ça fait 7 mois qu'on analyse et suranalyse les groupes, les équipes, mais là, c'est vrai, là, ça commence cette semaine. Là. Ouais. Attends, tu sais quoi, j'ai dit à ma blonde jeudi, elle me dit, tiens, il faudrait que tu m'aides à aller récupérer une amie à l'aéroport. Je dis, non, je peux pas. Pourquoi? À 11h, il y a la Coupe du monde, mais c'est quoi le match? Russie-Arabie Saoudite. Je ne veux vraiment pas regarder Russie-Arabie Saoudite. Si, c'est le début de la Coupe du monde. Voilà, petite anecdote. On n'a pas le choix. Écoute, Romain, ma première question, est-ce que l'Allemagne a des chances de répéter son exploit de 2014 en mettant la main sur une 5e Coupe du monde et par le fait même rejoindre le Brésil comme pays ayant remporté le plus de titres? Là? Évidemment. S'il y a bien une équipe qui est grande favorite avec le Brésil, c'est l'Allemagne. C'est une certitude. Ça fait des années que la Mannschaft, elle tourne bien, le moteur tourne rond, l'équipe continue, l'équipe se renouvelle en plus. Au sein même de l'équipe, il y a peut-être le futur meilleur espoir de la Coupe du Monde, ou en tout cas le prochain peut-être grand attaquant au monde, c'est Timo Werner qui a 21 ans, qui vient de Leipzig. Les plus grands clubs sont en train de se l'arracher, aimeraient se l'arracher parce que le gars multiplie les buts dans les plus grandes compétitions et a beaucoup d'expérience. Ça pourrait être la surprise. En tout cas, c'est pas une surprise pour tous ceux qui suivent la Mannschaft et cette équipe d'Allemagne, mais ça pourrait être le prochain grand joueur. Mais cette équipe, surtout d'Allemagne, a toujours réussi à se renouveler. Il y avait la génération des Philipp Lahm, des Schweinsteiger qui est partie, voilà. Mais elle a su se renouveler, etc. À chaque fois avec talent, avec pragmatisme, tout en conservant aussi des schémas de jeu intéressants, une défense intéressante, un Neuer qui revient encore en forme, une attaque intéressante. Clairement, c'est avec le Brésil, comme chaque année, c'est l'épouvantail. Absolument. Écoute, Romain, vois-tu une équipe qui est négligée présentement, mais pourrait peut-être surprendre en se qualifiant pour les 8e de finale? Là? Il y en a toujours des équipes qui sont négligées. Il y aura toujours des surprises. Mais moi, j'ai une petite cote. C'est le Maroc. Oui, le Maroc. Pourquoi le Maroc et pourquoi on dirait surprise? Parce que c'est le groupe B. Là, j'ai le groupe sous les yeux. Évidemment, c'est Portugal, Espagne, Maroc, Iran. Tout le monde pense déjà évidemment au match Portugal-Espagne, mais aussi à ce que les deux aillent loin dans la compétition, parce qu'évidemment Cristiano Ronaldo veut aller loin, veut gagner cette Coupe du Monde après avoir gagné l'Euro 2016. L'Espagne, évidemment, aimerait aussi retourner sur le tour du monde après 2010. Donc c'est certain que ces deux équipes veulent aller loin. Mais le Maroc, c'est quand même peut-être un peu moins négligé en ce moment, parce qu'on en parle de plus en plus, mais c'est certainement la meilleure équipe africaine en ce moment. C'est l'équipe qui a vaincu depuis à peu près une dizaine de rencontres. C'est une équipe qui a une défense vraiment de fer. Il y a notamment Mehdi Benassia dans cette équipe-là, donc qui a connu le Bayern, la Juventus Turin. Donc c'est vraiment une équipe qui pourrait concrètement vraiment créer la surprise. Et quand tu as, par exemple, un premier match qui est Maroc-Iran, quand tu prends un peu le scénario des matchs dans la Coupe du Monde, c'est un match pour le Maroc, par exemple, pour se mettre en confiance, pour gagner les premières rencontres. Tu sais, le moment où tu as la pression, où tu dis, il faut dénouer un petit peu tout ça, il faut y aller tranquillement. Donc là, ça pourrait être éventuellement une victoire du Maroc. Et derrière, quand tu as le Portugal et l'Espagne, qui est le premier match de poule entre les deux équipes, inévitablement, tu auras une des deux équipes qui aurait une pression monstre sur le deuxième match. Parce que soit il y aura un match nul, donc les deux équipes seront reléguées peut-être derrière le Maroc, si évidemment le Maroc gagne le premier match, mais peut-être même une équipe aura perdu, donc une autre équipe aura gagné, et devra rattraper le Maroc. Et c'est là où ça va être extrêmement intéressant de voir si effectivement le Maroc est au niveau auquel tend le Maroc, parce qu'on le voit dans les matchs de préparation, le Maroc est vraiment prêt pour cette Coupe du Monde. Ça pourrait être vraiment la poule la plus intéressante. Ouais. Écoute, Romain, Maroc-Espagne, même Jean-François, même Jean-François s'inquiète pour le sort du Portugal en première ronde. Moi, selon moi, le Portugal doit absolument chercher au minimum 1 point contre l'Espagne, sinon on va être dans le trouble. Oui, le Maroc, Portugal-Maroc ensuite. Le Maroc n'a pas souvent. Le départ Portugal-Espagne et Portugal-Maroc, ça pourrait aller très mal pour le Portugal ou très bien. Mais là, clairement, tu vas fort pour démarrer. Exactement. Surtout que le Maroc n'a pas souffert de but en qualification. Là. C'est une défensive incroyable. Écoute, Romain, pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, comme on dit, ils commencent à se faire tard dans les deux cas. C'est peut-être la dernière chance pour eux de mettre la main sur le plus prestigieux trophée de la planète. Vois-tu un long parcours, soit pour l'Argentine ou pour le Portugal? Là? Mais écoute, c'est pas l'une des dernières chances, c'est la dernière chance. Ouais, hein?
C'est certain, que ce soit en Argentine ou au Portugal, on attend que ce moment-là. Pour l'Argentine, c'est vrai que c'est une des équipes qu'on considère à nouveau comme favorite, mais tu regardes leur parcours, ça a été difficile. Oui. Ça a été long, ça a été pénible. Ça a pris un miracle de Messi dans le dernier match de qualification pour que l'Argentine se qualifie. Ça a pris un miracle de Messi. Messi qui avait déjà perdu les dernières Copa América, qui avait dit qu'il arrêtait la sélection, qui finalement est revenu. Il y a une attaque formidable en Argentine, même si elle a toujours du mal à jouer ensemble. Quand t'as Higuaín, quand t'as évidemment Messi, Dybala, ben oui. Aussi, quand t'as encore Di Maria, quand t'as Mascherano aussi, c'est sûr. Mais derrière, en défense, c'est faible. Ça a été le problème durant toutes les qualifications. Ça risque encore d'être le problème durant cette compétition. Il va falloir gérer aussi le statut de favori parce que, mine de rien, leur poule est quand même très forte. En tout cas, si elle n'est pas aussi forte, avec un adversaire aussi fort que peut avoir le Portugal ou l'Espagne dans la même poule, t'as quand même l'Islande, qui est quand même l'équipe surprise depuis l'Euro et qui a survolé les qualifications du côté européen. T'as la Croatie avec Luka Modric et t'as le Nigeria qui est quand même réputé chaque année et régulièrement pour être l'une des équipes les plus stables du continent africain et surtout une équipe assez physique. Oui. Donc il va falloir réussir à jouer dans cette poule. Il va falloir réussir à se trouver du côté de l'Argentine, mais ça va pas être facile parce qu'il y a aucun match. Quand on parle de la Coupe du Monde, souvent on se dit il y a toujours un premier match ou en tout cas un adversaire plus faible sur lequel tu peux être en rodage, tu peux monter petit à petit de niveau de régime. Là, pour l'Argentine, tu commences contre l'Islande, tu joues ensuite la Croatie, tu joues ensuite le Nigeria. Ça va être difficile aussi de se mettre en route. Et je serais pas étonné même dans cette poule-là qu'il y ait une surprise. Ben justement, tu sais, on l'a pas qualifié de groupe de la mort cette année, mais ce groupe-là, il est vraiment difficile, là, Jean-François. Puis l'Islande, là. Moi, je continue à dire que le groupe de la mort, selon moi, c'est le groupe B. Ouais. Avec l'Espagne, le Portugal. Puis, tu sais, le monde voit pas, mais l'Iran, exemple, avec Carlos Queiroz comme entraîneur, c'est un Portugais. Il a déjà été le sélectionneur de la sélection portugaise. Il connaît la sélection et les joueurs comme la paume de sa main. Ça va être intéressant. Écoute, Romain, pour ton pays natal, la France, on peut dire que le tournoi commence seulement le 30 juin parce qu'ils sont, je crois, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale en évoluant dans un groupe très facile avec l'Australie, le Pérou et le Danemark. Penses-tu que attends, oui. Super facile, mais la FIFA a encore fait un dernier calcul récemment, le dernier classement FIFA. Alors évidemment, le classement FIFA, il veut pas dire grand-chose parce que tu gagnes des points sur le nombre de matchs de qualification que tu fais. Plus le match a d'importance, plus tu gagnes des points. Par exemple, la Russie a été reléguée énormément comme la France avant l'Euro 2007 parce que tu n'as plus de match officiel puisque tu es déjà qualifié d'office. Donc évidemment, tu perds des points. Mais le groupe le plus homogène, et c'est presque une surprise pour tout le monde, mais le groupe le plus homogène, c'est le groupe de l'équipe de France parce que la France est, je crois, 7e nation mondiale. Le Danemark est, je crois, 10, 11e. Le Pérou est pas loin. L'Australie est un peu plus loin dans la 20e place. Mais faut en prendre, faut en laisser, là, quand même. Ouais, mais ça reste quand même que c'est le groupe le plus homogène en termes de classement FIFA. Maintenant, c'est vrai que, évidemment, l'Australie, la France n'a pas le droit de se rater contre l'Australie sur le premier match, mais le Pérou a fait une très belle campagne de qualification, évidemment, en Amérique du Sud. Il va falloir voir comment l'équipe va réussir à jouer, mais l'attaquant Guerrero sera là. Finalement, il sera pas suspendu, donc ça va être très intéressant. Et le Danemark, ça reste avec Eriksen, le milieu de terrain. Ça va être aussi, ça peut être une très belle nation à surveiller durant cette Coupe du Monde. Donc c'est sûr qu'on envisage déjà du côté de l'équipe de France le huitième de finale. Et quand on parle de huitième de finale, c'est la poule D. Ça sera contre le premier ou le deuxième de Argentine, Islande, Croatie, Nigeria. Donc c'est certain que si l'équipe de France, même si la poule comme ça peut paraître plutôt facile, n'est pas prête mentalement, physiquement aussi, ne monte pas en régime, derrière en huitième de finale, ça peut faire mal parce que là tu te retrouves contre des nations qui avaient le couteau entre les dents durant 3 matchs, qui ont dû jouer des matchs à la vie et à la mort tout de suite parce que les 4 nations peuvent potentiellement se qualifier et qui en huitième de finale vont être prêtes à en découdre alors que l'équipe de France, évidemment, si tout se passe bien, va être un petit peu plus relax et la compétition, comme tu l'as dit, pourrait commencer le 30 juin. Mais attention, il faut se méfier malgré tout. Moi, je pense que c'est une grave erreur de dire que c'est un pool facile. Il n'y en a pas de pool facile. T'es à la Coupe du Monde, là. Chaque match est important. Une simple défaite peut faire en sorte que t'es plus là. Et voilà. Ouais. Écoute, Romain, est-ce que tu penses qu'il y a une équipe de la CONCACAF là, qui pourrait surprendre? Là? Peut-être le Mexique? Malheureusement, je pensais qu'il y avait déjà les États-Unis. Ouais, non, malheureusement, ils ne sont pas là cette année. Donc, tu vois pas les Mexicains peut-être causer une surprise là, pour la CONCACAF? Ça va être difficile, mais surprise, c'est évidemment possible parce que ça peut aller vite. Tu sais, le Mexique, ils vont jouer contre l'Allemagne, donc là, tu peux te dire clairement que leur poule, l'Allemagne va être devant. Mais derrière, t'as la Suède et t'as la Corée du Sud. Ça reste des adversaires potentiellement qui sont à la portée du Mexique, même si la Suède a fait une très belle campagne de
qualification sans Zlatan Ibrahimovic. Ils ont réussi à trouver un jeu collectif. Et c'est là-dessus où le retour d'Ibrahimovic, quand on en parlait, faisait peur du côté de la Suède, parce qu'on se disait, on a réussi à trouver un groupe qui a battu l'Italie, notamment lors des barrages. Mais c'est ça va jouer là-dessus, ça va jouer peut-être sur cet affrontement, mais aussi avec Corée du Sud, une équipe évidemment qui peut toujours être surprenante, rapide. On connaît les caractéristiques du football asiatique, mais c'est ça va être évidemment s'il y a quelqu'un, ça aussi le Costa Rica. Qui est capable, qui en 2014 avait été l'équipe surprise de la Coupe du Monde. Mais là encore, le Costa Rica, écoute, tu te retrouves avec la Suisse, la Serbie et le Brésil. Ouais, ça va être difficile. T'as le Brésil et derrière, c'est des équipes, mais elles ont leur rôle à jouer parce que ce soit le Mexique, que ce soit le Costa Rica, elles sont potentiellement au niveau des autres nations. Elles peuvent en tout cas essayer de gratter la deuxième place, se battre pour la deuxième place, c'est certain. Et ensuite, tu le sais très bien, si tu gagnes, si tu passes ce tour-là, en huitième de finale, c'est des matchs à la vie et à la mort. C'est sur un match, tout est possible. Sur un match, tout est possible. C'est comme ça que le Costa Rica était passé et avait failli se qualifier aussi encore plus loin et éliminer le Brésil de mémoire en 2014. Ça s'est terminé, je crois, au tir au but. Donc, on sait jamais sur un match, Romain. Tout peut se passer. Écoute, il y a deux... Et surtout qu'on se retrouve avec des équipes aussi, excuse-moi de te couper, mais où tu as parfois... Tu parles de la France, mais des jeunes joueurs qui sont énormément talentueux, mais qui manquent cette expérience-là, qui n'ont pas forcément l'expérience des grands moments, des Coupes du Monde. Quand tu as Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé, comment est-ce qu'ils vont réagir quand ils vont se retrouver peut-être dans les arrêts de jeu d'un match ou une séance de tir au but en huitième de finale contre une équipe, peut-être, disons, je sais pas moi, contre le Nigeria. En huitième de finale à faire, ça s'est mal passé, séance de tir au but, bah là, est-ce que les gamins de 18, 19, 20 ans, même aussi talentueux soit-il, vont pas ressentir une petite pression supplémentaire? Très bon point. C'est la Coupe du Monde, c'est ça aussi qu'il faut garder en mémoire. Et c'est pour ça que les nations avec des joueurs peut-être plus expérimentés peuvent aussi avoir cette stabilité dans les grands moments avec les émotions, parce que les émotions à gérer lors d'une Coupe du Monde, ça joue aussi. Souviens-toi, Thiago Silva, lors de la Coupe du Monde en 2014 avec le Brésil, ça lui a été longtemps reproché. Il y a eu des larmes, il y a eu des pleurs. C'était le problème du Brésil en 2014. Maintenant, cette équipe-là aura plus d'expérience, par exemple le Brésil. Et peut-être qu'elle sera plus stable émotionnellement. Et c'est pour ça que le Brésil peut être beaucoup plus dangereux en 2018. Cuisante défaite de 7-1 contre l'Allemagne en demi-finale. Vas-y, Jean-François. Pour revenir sur le Costa Rica, justement, ils vont être pris au sérieux, chose qui n'était pas vraiment faite la dernière fois quand ils ont gagné le groupe avec l'Italie, l'Angleterre, l'Uruguay. Écoute, c'était incroyable. Impensable. Un peu comme l'Islande cette année, je pense qu'ils vont être pris au sérieux. Écoute, Romain, il y a 2 matchs à retenir, 2 dates, là. Le 15 juin, Portugal, Espagne, et surtout le 28 juin, pour moi, Belgique, Angleterre. Ouais, je suis bien d'accord, mais parce que ce sont des matchs absolument, évidemment, c'est génial parce que ce sont des belles affiches, mais ce sont des matchs déterminants sur ces 2 matchs pour le classement et pour la qualification. Pour le Portugal-Espagne, évidemment, c'est le premier match, ça va donner le ton, et surtout, ça peut reléguer une équipe à devoir rattraper, que ce soit le Maroc ou l'Iran, parce qu'il y a la pression du résultat, et sur Belgique-Angleterre, mais surtout, tu peux avoir très bien une des 2 équipes, parce que ça sera pas le premier match, ça sera le dernier match de poule pour les 2 équipes. Il peut y avoir une des 2 équipes qui va faire un faux pas. Imaginons contre la Tunisie, imaginons peut-être même contre le Panama, même si ça paraît très surprenant. Mais l'Angleterre, par exemple, pourrait très bien être accrochée contre la Tunisie. Et là, tu te retrouves à devoir jouer ta qualification contre la Belgique. Et là, ça pourrait être délicat. Vraiment intéressant. D'un autre côté, une équipe peut être déjà qualifiée puis décider d'y aller avec son équipe B. Oui, intéressant. Écoute, c'est pour ça que tu le sais jamais. Mais en même temps, l'équipe B, généralement, on appelle ça les coiffeurs, peut-être ceux qui jouent pas et qui vont jouer le dernier match. Mais ce qu'ils ont envie de faire, ces coiffeurs-là, c'est de montrer aux sélectionneurs qui peuvent avoir leur place. Donc, imaginons, tu mets un attaquant réserve. Peut-être que Lukaku ne jouera pas à ce moment-là, que ce sera un autre, etc. Ou peut-être que Hazard aura eu un mauvais début de compétition, donc il voudra insister pour jouer. Imaginons que la Belgique soit qualifiée dans le meilleur des mondes pour la Belgique. Hazard a mal joué, etc. Le sélectionneur dit tiens, je vais quand même le remettre en confiance pour le dernier match. Et ben là, il aura envie de prouver. Alors l'Angleterre va jouer sa qualification, mais à côté, tu auras peut-être la Belgique qui est déjà qualifiée, qui aura l'esprit libéré avec d'autres joueurs qui auront envie de prouver aux sélectionneurs qui peuvent être que Martinez peut leur faire confiance pour le 8e de finale. Et c'est là où c'est dangereux pour une autre équipe de se dire l'équipe est déjà qualifiée, elle va faire jouer ses coiffeurs, ses remplaçants, ça va être plus facile. Faux. Ça peut être toujours beaucoup plus délicat. Écoute, Romain, il nous reste à peu près 1 minute, là. En 30 secondes, est-ce que Mohamed Salah sera de l'Égypte cette année? Non, il sera à la Coupe du Monde, c'est sûr. Est-ce qu'il sera au premier match de l'Égypte? Ça, c'est le grand mystère et toute l'Égypte prie pour ça.
Mais c'est sûr que s'il est en santé, s'il arrive à être fort, l'Égypte sera plus fort et il pourra rivaliser pour être pas souillé d'or, parce que s'il manque le premier match, l'Égypte ne va pas aller très loin. Mais Salah, c'est une des choses qui font aimer la compétition, qui font aimer la Coupe du Monde, c'est de voir des joueurs de toutes les équipes qui sont passionnantes, qui sont belles à voir jouer, et des joueurs comme Salah sont des beaux joueurs, esthétiques à voir jouer et qu'on aime dans le foot. Donc on veut le voir jouer. Excellent. C'est vrai surtout que oui, vas-y. Tu regardes l'Égypte sans Salah, c'est que ça serait similaire à la Pologne sans Lewandowski. Là, oui, c'est vrai. Oui, mais, tout passe par ces gars-là. Aussi, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay, c'est-à-dire que tu as toutes tes chances de passer, mais il faut Salah. Absolument. Il y a tellement des belles équipes. On n'a même pas parlé du Brésil, de l'Uruguay, de l'Angleterre, en tout cas, parce qu'il nous reste plus de temps. Mais écoute, Romain, en 30 secondes, ta prédiction pour la finale, là. Ben, écoute, pour moi, le Brésil sera en finale. J'ai du mal à imaginer que le Brésil ne sera pas en finale, mais derrière, j'ai beaucoup de mal à donner des finales parce que ça dépend tellement du tirage au sort, des premières places, deuxième place, etc. Si je te dis un Brésil-France, je ne sais même pas si c'est possible parce que ça se croise, etc. Par exemple, si l'Espagne termine première, deuxième, etc., ça change beaucoup. Mais clairement, c'est une équipe que je vois en finale, c'est le Brésil. C'est clairement tellement le Brésil. L'Allemagne y sera aussi dans le dernier carré. Je pense que la France a tout à y jouer aussi, mais la France et le Brésil ont de fortes chances de se croiser, avec l'Espagne aussi dans les quarts de finale, demi-finale. Donc ça va être très compliqué, mais le Brésil, par exemple, et j'aimerais bien voir notamment la Belgique. J'aimerais bien voir. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on en parle. Écoute, ils ont tellement de talent. Depuis 2014, hein. Oui. Ça. Écoute, De Bruyne, Eden Hazard, compagnie, puis même si Laurent Simon est sur la practice squad, là, j'aimerais ça. Ouais, non. On sait jamais. Peut-être que Laurent Simon, en raison d'une blessure, on va peut-être faire appel à ses services. On sait jamais, Romain. Du côté de la Belgique, c'est sûr. C'est pas dit encore qu'il aille à la Coupe du Monde, donc Laurent Simon a toutes ses chances pour l'instant. C'est sûr, du côté de la Belgique, on veut pas voir Laurent Simon sur le terrain. Là. Ben pourquoi? Parce que t'es mal pris. Si t'es obligé de mettre Laurent Simon sur le terrain, t'es mal pris. Bon. Je ne cautionnerai pas cette non, c'est cette ça. phrase. Hey, Romain Chouet, journaliste à Radio-Canada et parfois au 91.9 Sport. Un gros merci. Puis écoute, c'est sûr qu'on te réinvite là, la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour avoir les états d'âme de Romain Chouet. Ben, écoute, avec grand plaisir. Et au 91.9 Sport, on fera une émission Coupe du Monde tous les jours avec Olivier Brett. Et moi, je serai à l'antenne aussi régulièrement. Excellent. Chaque vendredi au 91.9. Donc, émission Coupe du Monde aussi à suivre à la radio. Merci, Romain. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci les gars. Bonne journée.